Nous avons réalisé plus de 200 millions de dollars de ventes en e-commerce. Il est parti d'une usine en Ukraine où il gagnait moins de 2 dollars de l'heure et aujourd'hui il a généré plus de 200 millions de dollars en e-commerce. Alex Fedotov, il gère à la perfection les VSL, les upsells, la création d'équipes et du networking à haut niveau. On a eu la chance de passer plus d'1h40 avec lui pour une conversation d'une valeur incroyable. C'est en anglais, mais on l'a traduit avec l'IA pour vous la rendre accessible. Restez bien jusqu'à la fin. Enjoy. Le gars a 21 ans. Il fait 1,5 million de dollars par mois. Cette marque avec laquelle il fait 1,5 million de dollars par mois, il l'a lancée il y a 8 mois. Devine combien de personnes sont dans son équipe? Il y a 0 autre personne. Certaines personnes n'achèteront pas directement sur Facebook. Donc si tu n'as pas Amazon, tu passes à côté d'une tonne d'argent. Quel est ton processus pour réussir sur Amazon? S'ils veulent vraiment vous faire tomber, ils peuvent le faire. J'ai un ami, par exemple, qui dirige une marque très prospère. Il s'est fait supprimer une fiche produit qui générait 5 millions de dollars par mois. Imaginez comme ça, 5 millions de dollars par mois envolés. C'est tellement facile de gagner son premier argent avec l'e-commerce comme ses premiers 5 à 10 cas par jour. C'est vraiment beaucoup plus facile en Europe. La concurrence que tu as quand tu te lances aux États-Unis, c'est autre chose. Passer de 100 000 dollars par mois à 1 million de dollars par mois. Disons par exemple que vous testez différents formats, lequel vous donne le meilleur retour sur investissement. Concentrez-vous simplement sur la maîtrise de ce format-là et passez au scaling. Bienvenue sur Master Podcast, l'endroit numéro 1 où on partage de la valeur autour du e-commerce. Aujourd'hui, je suis avec Mathéo. Et aujourd'hui, on a un entrepreneur e-commerce incroyable qui a fait des choses de fou. Et oui, bienvenue à Alex Fedotov sur le podcast. Merci beaucoup les gars. Merci de m'avoir invité. Si tu peux juste en 2-3 mots te présenter pour notre communauté francophone parce qu'on a une audience basée en France et peut-être que tout le monde ne te connaît pas. Donc si tu peux, juste en 2-3 mots, dire quelque chose sur toi et après on pourra apporter un maximum de valeur. Bien sûr. Merci. Oui, donc je viens d'Ukraine à la base. J'ai commencé dans le e-commerce parce que tu vois, ma famille a toujours été pauvre et je voulais sortir de ça. Et vous savez, les soutenir, et j'ai commencé le e-commerce vers 2016-2017. C'était un monde très différent à l'époque. Vous savez, il était très facile de faire de la publicité. Je ne savais pas tout, et maintenant, je regrette de ne pas avoir su plus de choses, mais j'ai commencé à ce moment-là avec le modèle du dropshipping, et ça a plutôt bien marché. Nous avons réalisé plus de 100, en fait probablement plus de 200. Je dis juste 100 parce que ce chiffre est utilisé depuis si longtemps, mais c'est plus de 200 millions de dollars de ventes en e-commerce. Et oui, il y a environ 2 ans maintenant, on a juste arrêté tous nos projets de dropshipping et on s'est tourné vers le branding, la création de vrais bons produits et l'amélioration de l'expérience client. Oui, on a construit des équipes qui nous permettraient d'évoluer, d'être présents sur plusieurs canaux comme on vend sur Amazon. On vend sur YouTube, on vend sur Applovin. Et oui, c'est sur différentes plateformes. Et oui, on crée juste des marques. C'est ce que je fais au quotidien. Quels sont tes chiffres actuels par mois? En ce moment, ce n'est pas notre haute saison. On fait environ 2 à 3 millions de dollars par mois. Incroyable. Oui, c'est un chiffre très élevé pour les Français. Disons que tu dois aider quelqu'un qui veut atteindre le plus vite possible plusieurs millions par mois. Quel est ton conseil? Quel serait ton cadre de travail? Pour moi, clairement, faire évoluer les choses à ce niveau-là. Numéro 1, les systèmes et numéro 2, les personnes. Tu as besoin des bons systèmes pour pouvoir scaler et tu as besoin des bonnes personnes pour pouvoir scaler. Parce qu'il y a une limite à ce que tu peux faire tout seul. Alors, prenons un exemple. Quelqu'un qui fait 100 000 dollars par mois et qui veut passer à 1 million de dollars par mois, le plus rapidement possible et de la manière la plus rentable possible. J'aime bien décomposer les choses en éléments mobiles. Par exemple, si tu prends Facebook, quel est l'élément mobile le plus important? L'élément mobile le plus important, c'est le contenu créatif, non les publicités. D'accord. Alors, comment produire plus de contenu créatif? Comment obtenir plus de contenu créatif gagnant? Il te faut des systèmes. D'accord. Quel système créatif te faut-il? Disons que tu fais de la publicité. Ces systèmes dépendront du type de business que tu gères. Si tu vends, par exemple, un produit de santé et de beauté, alors tu auras probablement de très bons résultats avec des VSL. Donc, tu as besoin d'un système pour créer des VSL. Si tu vends des produits de bijouterie, tu peux t'en sortir simplement avec des publicités visuelles. Donc, tu as besoin d'un système pour produire des publicités images, les tester le plus rapidement possible et trouver plus de contenu gagnant. Alors, concentrons-nous sur les VSL, ou plutôt les publicités vidéo, parce que c'est ce que beaucoup de gens utilisent. Donc, avec les VSL, encore une fois, on les prend et on les décompose en quelques éléments mobiles.
Quels sont ces éléments mobiles? Le script, les séquences B-roll, la figure d'autorité ou la personne qui parle tout au long de la vidéo, et puis il y a la voix off. La voix off, c'est facile, ça peut être fait avec Eleven Labs. Il y a d'autres outils qui peuvent faire ça, non? Donc cette partie-là est facile. Le B-roll, comment obtenir beaucoup de séquences B-roll? Ce qu'on fait, c'est que on envoie à nos créateurs une liste de plans qu'ils doivent réaliser pour nous. Par exemple, une personne allongée sur un lit, une personne prenant le produit, le tenant dans la main, une personne souriant à la caméra, une personne prenant le produit et le mangeant ou l'appliquant sur sa peau selon le type de produit. Et donc, une série de listes de plans comme ça, on les récupère auprès de nos concurrents qui ont du succès, on observe nos concurrents performants et en gros, on fait de la rétro-ingénierie pour comprendre quel type de contenu ils utilisent dans leur publicité, puis on le reproduit pour nous-mêmes. Si vous avez un petit budget, je sais que certaines personnes font ça. Ils volent tout simplement du contenu à d'autres, ils le prennent sur TikTok, ils le prennent sur YouTube. Je le faisais moi-même à l'époque. Je pense que tout le monde le faisait à l'époque, on prenait juste du contenu un peu partout. Je ne recommande pas de faire ça, car cela peut vous causer des problèmes de droits d'auteur, des MCA et de marques déposées. Les gens peuvent se plaindre que vous avez volé leur contenu. Produisez-le vous-même. Supposons que vous avez 10 à 20 créateurs. Vous leur envoyez une liste de prises de vue de 10 à 20 séquences de B-roll que vous souhaitez obtenir d'eux. Vous les obtenez. Par exemple, le script, pour vos publicités, vous pouvez aussi l'obtenir en analysant à rebours les concurrents qui réussissent et en réécrivant leur script pour l'adapter à vos propres publicités. Vous pouvez ajuster ces éléments à nouveau. C'est un excellent point de départ pour la plupart des gens et je pense que spécifiquement sur le marché français, beaucoup de choses peuvent être reprises du marché US. Je pense que de nombreux produits peuvent être importés du marché US. J'ai vu beaucoup de gens avoir énormément de succès en empruntant simplement des éléments d'autres marchés et en les adaptant avec succès aux marchés locaux. Donc, cette partie est réglée. Vous avez la deuxième partie, elle concerne les créateurs. Vous pouvez utiliser l'AIGC. Je pense que les ads ARC sont plutôt bien. Captions AI est vraiment un très bon outil de création. Cela crée un contenu UGC très réaliste si vous ne voulez pas dépenser d'argent pour de vraies personnes et du contenu réel provenant d'acteurs et de créateurs. Et pour l'écriture de script, j'aime beaucoup utiliser l'IA et cela peut être ChatGPT. Il suffit simplement de bien le guider avec des prompts. Par exemple, vous devez lui fournir 5 à 10 publicités très performantes de vos concurrents. Faites en sorte que l'IA fasse de l'ingénierie inversée et, en gros, divisez cela en différents blocs, car il y a toujours un bloc. Il y a une accroche, une introduction, le corps de la publicité, une histoire, une transformation. Il y a, vous savez, le produit et tous les avantages. Il y a les bénéfices émotionnels en plus des bénéfices physiques. Et puis, il y a un appel à l'action. En quelque sorte, on décompose tout ça, puis on les réécrit selon là où vous en êtes. Et donc maintenant, pour chacun de ces éléments, vous créez en gros un processus très simple, une procédure très simple, comme un SOP très basique. D'abord, si vous avez un budget limité, que vous n'avez personne dans votre équipe, vous essayez simplement de suivre ce processus par vous-même. Et une fois que vous avez suivi ce processus 5, 10 fois et que ça fonctionne et que vous êtes capable de produire des funnels à haut taux de conversion, c'est à ce moment-là que vous pouvez intégrer quelqu'un à votre équipe pour le reproduire à votre place tout en continuant à lui donner du feedback. Et avec le temps, cette personne prendra en charge cette tâche et vous aidera à alimenter en continu ce système avec des frameworks gagnants. Ceci n'est qu'une partie, vous savez, le système créatif. Je pense que c'est probablement le plus impactant. Ouais. Il y en a d'autres, par exemple, les optimisations finales. Il y a aussi le back-end. Il y a également le développement produit, l'amélioration du produit. Il y a des améliorations logistiques que vous pouvez apporter comme réduire le coût de vos produits, négocier les prix avec vos fournisseurs. Je pense qu'en général, faire évoluer une entreprise e-commerce au début, ça peut être très simple. Vous vous concentrez simplement sur la création de publicités rentables et sur le fait d'en diffuser autant que possible. Vous gagnez de l'argent, vous faites du profit, et puis, à mesure que vous réalisez ce profit, vous envisagez d'agrandir votre équipe en recrutant des personnes. D'investir dans, vous savez, la mise en place de certains systèmes, dans des outils, des logiciels pour vous aider à construire ce système afin que votre business devienne plus efficace. Et vous pouvez le gérer, vous savez, avec une équipe relativement réduite et vous pouvez le scaler.
Ouais, le vrai souci, c'est que la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est le 20-80. Ils se rendent pas compte. Pour toi, c'est évident, mais beaucoup ne savent tout simplement pas que la créa a un impact énorme. Ils ne réalisent pas à quel point la créa peut faire toute la différence. Que le VSL est important, que créer un tunnel de vente est important. Donc ce sont de grandes valeurs. Et si tu peux juste faire un brainstorming sur la partie créative, parce qu'en fait, si on était sur Facebook, c'est le levier le plus important pour ce qu'il est. Donc tu conseilles d'avoir un créateur dans une équipe de création de contenu. Quelle est ta clé pour trouver de bonnes personnes? Tu vas sur Backstage. Quel est ton conseil pour créer une bonne équipe de créateurs de contenu? Absolument. Je pense que les créateurs, en général, c'est un coup de chance ou pas. Ce serait génial d'avoir un taux de réussite de 100% avec les créateurs, mais en général, on est plutôt autour de 25 à 30%. Donc sur environ 10 créateurs qu'on teste, peut-être 2 ou 3 vont parfois performer. Il y a un peu de tests au début. C'est pour ça que, tu sais, quand on commence à travailler avec des créateurs, on ne les paie pas trop au début. On leur dit simplement, « Hey, c'est une tâche d'essai. » Et si ça fonctionne, alors on établira une relation continue. On pourrait même envisager un contrat pour le contenu qu'ils créeraient pour nous. Mais au départ, c'est juste une sorte de tâche d'essai. On les paie 100-150 dollars en général pour les B-roll. Pour, disons, la publicité principale, qu'ils enregistreraient une face caméra. Et puis aussi, tu as plusieurs hooks pour ça, non? Donc, c'est un peu comme ça, ce qu'on obtient d'eux, en fait. Mais même parmi toutes ces parties, le B-roll est le plus important parce que si vous avez assez de B-roll, vous pouvez simplement utiliser l'IA. On voit juste en arrière-plan une personne qui entre et sort, c'est à peine visible, on ne remarque même pas que c'est de l'IA. Et puis on le mélange simplement avec du B-roll, donc on ne dirait même pas que c'est de l'IA. Quelqu'un parle pendant une seconde, boum, c'est un B-roll. Quelqu'un parle pendant une seconde, c'est un B-roll. Quelqu'un parle une seconde, un B-roll. Donc si vous faites de la rétro-ingénierie, par exemple, des publicités à succès comme au marché US, vous pouvez regarder des entreprises comme Primal Queen, vous pouvez regarder des entreprises comme Rise. Elles ont ce genre d'application où c'est du mix and match avec du B-roll. C'est par exemple ce qui fonctionne. Et le marché. Je ne sais pas si le marché français c'est différent en termes de contenu qui résonne avec les gens, mais c'est ce qui fonctionne. Oui, c'est à peu près pareil. Mais beaucoup de gens, ce qu'ils font mal, c'est de faire appel à un créateur de contenu UGC, d'obtenir le contenu et de le lancer tel quel. Et de ne pas utiliser les bonnes séquences. Alors que ce que nous faisons, ce que font les grandes marques, c'est qu'elles isolent les bonnes parties des B-roll et les testent en les combinant avec des mash-ups, avec de l'IA, des voix off et d'autres contenus. Donc je pense que, pour moi, les créateurs de contenu UGC, c'est un peu comme... Moi, je produis du B-roll. Et ce B-roll, on peut l'utiliser pour créer d'autres pubs aussi. Mais la plupart des gens ne demandent pas beaucoup de B-roll. Sur les marchés français en particulier, le créateur de contenu UGC se contente de faire une pub parlée et de filmer quelques plans B-roll à la va-vite. Aux États-Unis, avec des acteurs, avec Backstage et tout ça, on peut avoir des tonnes de B-roll et demander des choses spécifiques. Donc je recommande Backstage parce que j'utilise vraiment et la qualité des acteurs est bonne. J'aime bien. J'aime bien aussi ce qu'on trouve sur Twitter. Sur X, tu peux trouver de bons créateurs de contenu. Quel est ton autre conseil pour trouver de bons créateurs de contenu et de bons prix? Bien sûr, je pense à Join Brands. Il y a une plateforme qui s'appelle Join Brands. Elle a quelques créateurs plutôt bons. Fiverr en a aussi de bons, mais Fiverr est plus cher. Je veux dire, ces gens-là, ils demandent 300-500 dollars pour une vidéo UGC de 60 secondes, genre des prix vraiment, vraiment déraisonnables. Et c'est juste, ils le font. Et il n'y a aucune garantie que cette pub fonctionnera. Genre, ils te fournissent la vidéo pour 300-500 dollars et il n'y a aucun retour. Et tu te dis, qu'est-ce que tu fais avec ça? Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et donc, pour cette raison, au moins pour compenser tout cela, même si le contenu principal ne fonctionne pas, si le script principal ne fonctionne pas, peut-être qu'ils ne sont pas très bons devant la caméra, peut-être qu'ils ne touchent même pas les gens qui voient la pub. Au moins, j'ai le B-roll que je peux réutiliser plus tard pour mes autres publicités. Et, vous savez, certaines publicités, parfois nous faisons juste un B-roll, juste une voix off et un B-roll dans la publicité. C'est tout. Il n'y a même pas une personne qui parle, rien de tout ça. Un autre format alternatif que je pense que les gens pourraient tester, c'est, tu sais, ce format-là.
Ou, tu sais, il y a une application et il y a une personne sur le côté de l'écran en bas, comme sur TikTok. Donc, ce format, on a vu qu'il fonctionnait plutôt bien. Tu peux faire ça avec de l'IA, ça paraît assez réaliste parce que c'est très petit, c'est très difficile de voir que c'est de l'IA. Tu peux faire ça avec, disons, Captions. Captions AI est un excellent outil pour ça. Ouais, bah, ça fonctionne très bien. Quand on parle avec un homme et qu'on met une femme, ça marche super bien. Mais pour les produits destinés aux femmes, ce n'est pas le même impact. Mais ouais, pour les produits pour hommes, quand on met directement une femme, on a un meilleur hook, qui capte beaucoup plus l'attention sur la pub. Ouais, merci pour ça. Ce format est génial parce que généralement, si la personne qui est devant la vidéo est assez petite, on ne voit pas clairement, par exemple, les lèvres et tout, donc on peut le faire avec l'IA, c'est plutôt bon. On diffuse beaucoup de ce type de publicité. J'ai aussi une autre question pour organiser l'équipe et organiser le flux de travail créatif. Est-ce que tu utilises par exemple des nouveaux outils comme icon.me et est-ce que tu l'as utilisé et recommandes-le-tu ou quel outil utilises-tu avec ton équipe sur ton site pour la question? Ah, justement, hier, j'ai eu une démo avec l'équipe d'Icon. Je pense qu'ils ont des fonctionnalités intéressantes. Par exemple, quand on télécharge un contenu, il est splitté entre la vidéo principale et le B-roll. Actuellement, je n'ai pas encore produit d'ads. Et est-ce qu'il faisait correspondre chaque élément du contenu à une partie précise de la vidéo? Je n'ai pas testé cela. Mais je pense qu'ils ont des fonctionnalités intéressantes. Je ne pense pas que leurs analyses créatives soient aussi bonnes. Elles sont assez basiques. Nous utilisons Motion dans notre entreprise et en interne aussi, nous développons un outil conçu par des personnes qui dirigent réellement l'entreprise. Vous savez, beaucoup de ces entreprises sont créées par des ingénieurs logiciels et des gens qui, en quelque sorte, construisent de bons produits, mais ils ne sont pas sur le terrain, ils ne savent pas ce qui a le plus d'impact pour nous. Vous voyez, nous construisons notre propre outil pour cela et l'objectif sera simplement de maximiser le taux de réussite. OK, et combien de créas exactement? Nous testons combien d'entre elles sont actuellement gagnantes, et pas seulement gagnantes, car il existe différents types de gagnantes. Par exemple, il y a une publicité sur laquelle vous pouvez dépenser, disons, 1 000 $. Parfois, il y a une publicité sur laquelle vous pouvez dépenser 10 000 $ de manière rentable, et parfois, il y a des publicités. Vous savez, nous en avons eu tellement que nous avons pu dépenser un demi-million de dollars, voire 1 million de dollars sur une seule publicité. Et donc, notre objectif est d'identifier et de classer ces différents types de gagnantes en fonction des correspondances qu'elles ont. Si elles ne gagnent pas, si elles ne performent pas très bien, en quelque sorte, par exemple, au début, vous pouvez voir une publicité qui vous génère un achat, puis elle meurt, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle un faux gagnant. Et donc, identifier rapidement ces indicateurs pour pouvoir arrêter la publicité et éviter de gaspiller de l'argent. Et d'un autre côté, si vous avez une publicité gagnante qui fonctionne bien, comment créer des variantes de cette publicité gagnante de manière à ne pas avoir à recréer toute la publicité, peut-être juste les 5 à 10 premières secondes que vous pouvez refaire, et vous pouvez créer 10, 20, 30, 50 variantes de celle-ci. Donc, vous pouvez déjà en tirer parti. Et tu sais, le format qui cartonne, ça marche super bien. Et vous pouvez simplement transformer ce seul gagnant en plusieurs gagnants. Donc, à l'heure actuelle, dans notre flux de travail, Icon, oui, on va certainement le tester, mais pour l'instant, c'est surtout manuel. Nous avons 6 monteurs vidéo à temps plein, et donc, ce sont différents formats. Vous voyez, certains se spécialisent plutôt dans le format vertical, d'autres dans le format carré, et d'autres encore dans un format plus adapté à YouTube. Et nous produisons environ 30 à 60 minutes de séquences par semaine, et par monteur, c'est notre référence. Super. Et pour organiser tout ça manuellement, les monteurs et tout le reste, vous utilisez un logiciel pour vous aider avec ça comme ClickUp alors? Ou, ouais, on utilise Monday. Ok, top. Oui, Monday. Et aussi Airtable. J'aime vraiment beaucoup Airtable. Je pense que peu importe quel système vous utilisez, comme je le dis, tous ces outils sont excellents. Même les tableaux simples sont très bien. C'est essentiellement la même fonctionnalité, il s'agit juste de passer d'une étape à une autre. Et le plus important, c'est de trouver un système qui fonctionne pour vous, mais aussi un système qui n'est pas trop compliqué. Par exemple, si cela vous oblige à faire ceci puis cela, à déplacer des éléments 20 fois et à prendre des notes, puis à remplir un tableur, ça devient tout simplement trop complexe et vous passez plus de temps à remplir les tableurs et à déplacer des choses. Au lieu d'analyser réellement les données ou de prendre des décisions pertinentes,
Donc, je pense que les systèmes simples, les plus simples, ce sont les meilleurs. Et, par exemple, hier, il y a un gars qui m'a envoyé un message, comme ça, au hasard, sur WhatsApp. Il fait partie de l'une de nos communautés. On a, vous savez, plusieurs communautés e-commerce. Et il m'a juste envoyé un message. Oh, tu sais, je serai à Miami. Et est-ce que je peux venir au bureau? Tu sais, j'adorerais te rencontrer en personne. Je lui dis, super, viens. Et donc, il vient. Le gars a 21 ans. Il fait 1,5 million de dollars par mois. Cette marque avec laquelle il fait 1,5 million de dollars par mois, il l'a lancée il y a 8 mois. Donc, de 0 à 1,5 million de dollars par mois, devine combien de personnes sont dans son équipe? 2. Ah. Non. Moins. Encore moins. Un de moins. Il y a 0 autre personne. C'est fou. En fait, il n'a quasiment personne dans son équipe. Il fait toutes les pubs tout seul. Il vend un genre de complément alimentaire. Et le format qui marche pour lui, c'est quelque chose de très court, juste les pubs images marchent aussi très bien. Ça fonctionne très bien pour lui et c'est ce qu'il fait. Ce que je recommanderais à tous les entrepreneurs, c'est que même si tout le monde autour de vous fait des VSL ou du contenu UGC, si vous testez les publicités images et qu'elles fonctionnent pour vous et que vous pouvez créer un système très simple pour produire des publicités images, comme tous les jours, que ce soit vous-même si vous êtes un bon monteur ou si vous avez un excellent designer dans votre équipe, juste en les tapant comme ça. Concentrez-vous uniquement là-dessus. Disons par exemple que vous testez différents formats pour vos publicités. Vous testez les VSL, le CGC, les images. Lequel vous donne le meilleur retour sur investissement? Concentrez-vous simplement sur la maîtrise de ce format-là. Créez un système très simple qui vous permet de produire facilement des créas pour ce format spécifique et passez au scaling. Comme vous l'avez mentionné, passez de 100 000 dollars par mois à 1 million de dollars par mois. Dans de nombreuses entreprises, cela peut simplement se résumer à ça. Regardez simplement davantage cela, trouver plus de publicités et les améliorer, et se concentrer sur le format qui fonctionne le mieux. Oui, et tu as mentionné un indicateur très important qui était le taux de réussite. Quel est votre ingrédient secret ou quelques astuces pour l'augmenter? C'est la variation. C'est-à-dire, disons que vous êtes déjà dans le business depuis un certain temps, vous avez toutes les données dont vous avez besoin pour passer au scaling. Donc, ce que font la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils essaient constamment de nouveaux formats, ils testent de nouvelles publicités, ils essaient de nouveaux scripts. Mais si vous avez déjà des publicités gagnantes, si vous avez des annonces qui ont dépensé, disons, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 dollars de manière rentable, alors vous devriez vous concentrer fortement sur la création de variantes de cette publicité gagnante. Mon sous-processus pour cela est le suivant. Si vous avez, disons, une publicité vidéo d'environ 2 minutes. Donc maintenant, disons que cette vidéo de 2 minutes fonctionne bien. Le temps moyen de visionnage pour cette vidéo, disons qu'il est d'environ 10 à 15 secondes. Donc parmi tous ceux qui regardent la vidéo, les gens ne regardent que 10 à 15 secondes. Et donc, probablement qu'ils l'aiment et continuent de la regarder et achètent votre produit, ou alors ils ne l'aiment pas, pour une certaine raison. Peut-être que ces 10 à 15 premières secondes ne résonnent pas pour eux. Et disons que vous avez dépensé pas mal pour cette publicité, environ 100 000 dollars. Cela représente déjà des millions d'impressions. Vous l'avez probablement montré à beaucoup de personnes susceptibles d'acheter. Et pour une raison ou l'autre, elles ne sont pas touchées par la première partie. D'accord, vous remplacez simplement la première partie de la pub, parce que le reste de la pub, ce que les données prouvent, incite les gens à acheter. Donc, si les gens peuvent juste regarder cette première partie puis continuer à regarder le reste de la pub et qu'ils achètent, alors, la variable principale, c'est les 10 à 15 premières secondes, disons. C'est donc là-dessus qu'il faut se concentrer, simplement en testant différentes variantes. Et c'est comme ça qu'on augmente le taux de réussite, parce que ce sont, vous savez, des variables déjà connues. Dans le business, j'aime toujours décomposer les choses en éléments mobiles. Par exemple, dans un business e-commerce, il y a le produit, les publicités et le funnel. Si tu as ces 3 éléments en place, tu as une excellente base pour ton entreprise. Ensuite, si tu veux construire un business plus durable, tu as besoin du multicanal, de la bonne équipe, du bon système. Il y a beaucoup d'éléments plus avancés qui entrent en jeu. Mais pour obtenir la traction initiale, pour atteindre 1 million de dollars par mois, ça n'a pas besoin d'être sophistiqué. Il s'agit simplement d'identifier ce qui fonctionne déjà, ce qui ne fonctionne pas, quelle variable a. Quelle est la principale contrainte, en gros, dans ton business en ce moment? Soit c'est le produit, soit ce sont les publicités ou le tunnel de vente. Et ensuite, on fixe cela. Pour nous, disons quand on lance un nouveau produit, un produit totalement nouveau, on regarde les données. Est-ce que le produit est bon?
Si le produit a été validé par d'autres personnes et qu'on sait avec certitude qu'il se vend, alors le problème ne vient pas du produit. On sait avec certitude qu'il se vend. Des gens achètent le même produit chez d'autres. Alors, pourquoi ne l'achètent-ils pas chez nous? C'est soit les publicités, soit le tunnel de vente. Donc, pour les publicités, peut-être que c'est un angle qui ne résonne pas pour les gens. Tu sais, ouais, peut-être qu'on n'utilise pas le bon format de publicité. Peut-être que nos scripts ne sont pas, ne sont pas assez convaincants pour vendre. Donc, identifier cela, le corriger, c'est un peu comme analyser ton business en fonction des données que tu as. Tu as commencé à faire de la publicité, tu as déjà quelques données, et ensuite, il s'agit d'approfondir ce seul point de blocage qui t'empêche de scaler et de le maîtriser. Oui, ok, merci. Pour le taux de conversion. Donc si je résume, c'est créer plusieurs variantes. C'est aussi ce qui fonctionne bien pour nous. Et nous nous concentrons et nous mettons un certain focus sur le système pour construire un système au niveau des publicités. Je pense que tu as quelque chose de similaire. Prendre une publicité gagnante qui a fait ses preuves et tester plusieurs variables avec cette publicité. Parce que cette publicité est validée, donc on peut tester les éléments avec une approche scientifique. D'accord, nous avons cet acteur qui fonctionne bien, nous allons tester des acteurs qui lui ressemblent. Ou nous allons tester un autre avatar avec le même script, le même décor, et nous testerons différents accroches. Nous testerons différentes voix off, tu vois, si ce n'est pas avec un acteur. Et cela nous permet de créer des publicités percutantes, parce que parfois nous avons une publicité gagnante qui, en fait, comme tu l'as dit, mais avec un autre acteur ou une variation similaire, devient une publicité percutante. Et pour nous, toutes nos meilleures publicités ont été produites de cette manière. Oui, ce sont des itérations des publicités existantes. Oui, ce qui nous aide à améliorer notre standard. Parce que nous pouvons savoir, si nous faisons seulement une variation à la fois, nous pouvons savoir si la variation fonctionne ou non. Parce que nous savons que la publicité est une publicité gagnante. Donc si nous changeons l'accroche, nous pouvons voir, ok, ce type d'accroche est meilleur. Donc oui, merci pour cet éclairage. Oui, merci Mathéo. Et tu as aussi parlé au début d'Applovin. Peux-tu me dire, s'il te plaît, exactement combien environ dépenses-tu par jour sur Applovin? Et est-ce que tu trouves que c'est un bon canal d'acquisition pour les personnes qui ne font que des publicités méta en ce moment? Et oui, si tu as des conseils à ce sujet, parce que je vois que c'est tendance dans le groupe communautaire et tout ça, certaines personnes dépensent 100 000 par jour, 200 000, c'est assez fou. C'est sûr. Je pense que Applovin est une plateforme très intéressante. On dépense environ 15 000 à 20 000 aujourd'hui sur Applovin. Ce n'est certainement pas le plus gros montant sur leur plateforme, mais c'est une excellente plateforme. Parce que, je veux dire, le coût par clic est très bas, ce qui te donne beaucoup de trafic en haut du funnel. Surtout si tu es sur Amazon. Donc pour nous, on est sur Amazon et on aime simplement générer du nouveau trafic, un peu comme de la notoriété, parce que plus il y a de notoriété autour du produit, plus les gens iront sur Amazon pour découvrir le produit. Là-bas, on réalise des ventes quasiment de manière organique et Amazon, pour nous, offre une très bonne marge bénéficiaire, autour de 60 à 65%. Donc, c'est essentiellement une stratégie pour générer de la notoriété, une prise de conscience. En ce qui concerne les publicités sur Applovin, il y a un facteur très important qui est, je pense que c'est les end-cards, où il s'agit en gros de les montrer. Et ensuite, tester différentes end-cards, tu sais, l'image à la fin de la pub. C'est généralement un des éléments clés pour que la pub performe vraiment bien. Je ne me lancerai probablement pas sur Applovin si tu n'as pas déjà obtenu de bons résultats sur Facebook, parce qu'au final, Facebook reste, tu sais, en termes de données, en termes de nombre d'utilisateurs, probablement la meilleure plateforme encore aujourd'hui. Mais si tu as déjà quelque chose qui fonctionne et que tu veux simplement ajouter d'autres canaux à ton entreprise, je pense qu'Applovin pourrait très bien convenir. Aussi, ou au moins une chose. Une autre chose qui se passait avec les blogs, c'est qu'au début, je me souviens quand nous avons commencé à télécharger, les premières semaines étaient vraiment très bonnes. Et puis ça a un peu chuté, tu vois, les résultats ont baissé. On a dû tester plus de publicité et pour maintenir les mêmes performances. Je pense qu'au début, mais il te donne une sorte de coup de pouce pour que tu aies un bon élan au départ. Et après, bah, c'est un peu comme, bon, maintenant c'est livré à toi-même maintenant. Donc tu dois comprendre et vraiment créer
de bonne publicité, mais je connais des gens qui vendent des produits de bijouterie et qui s'en sortent très bien. Je connais aussi des gens qui vendent des produits pour la maison et la beauté et qui réussissent très bien. Dans AppLovin, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas si c'est disponible, par exemple, sur le marché français. Non, c'est seulement US. Tu sais, je suis familier avec le marché US. En fait, actuellement, Applovin est seulement aux US, mais sur le marché français, on a des publicités programmatiques. Tu sais, Raphaël, c'était ton intervenant. Ah oui, c'est vrai. Il travaille sur une marque avec laquelle on va justement commencer, avec eux, et il est super. Il est similaire à Applovin. Et ils sont disponibles en Europe aussi, donc si tu veux travailler avec eux, il faut qu'on soit une marque. À 8 chiffres, je pense. Intéressant. On commencera la semaine prochaine. Oui, on aimerait bien avoir ton retour sur comment ça fonctionne pour toi. Oui, ils ont partagé quelques super études de cas et résultats. Oui, le client a de bons résultats avec eux. Donc je suis confiant. Parfait. Sur Applovin, tu mets quel type de publicité? Celle similaire à celle de Meta. En gros, tu prends ce qui marche le mieux sur Meta et tu le testes sur Applovin. Ou sinon, c'était quoi ton système pour les pubs? Oui, je dirais que oui, c'est à peu près les meilleurs qu'on avait sur Meta. Oui, je pense. Juste au niveau du format, je crois qu'on les a rendus plus courtes. Oui, je pense bien qu'on les a rendus plus courtes. Le format plus court a bien fonctionné pour nous sur Applovin. D'habitude, sur Facebook, on a des VSL qui durent 10 à 15 minutes. Celles-là fonctionnent plutôt bien pour nous. Sur cette plateforme, on les garde courtes. Le N-card est très important. Je ne le savais pas au début, mais le N-card est très important. Donc, nous devons tester les statistiques gagnantes que nous avons sur Meta comme N-card. On multiplie plusieurs N-cards pour voir quelle performance on peut obtenir, parce que c'est vraiment, vraiment important. Mais en termes de media buying, c'est encore le Far West. Et on ne connaît pas les astuces pour bien faire le media buying sur Applovin. Tu as des infos sur le media buying? Non, je n'en ai aucune idée. Ouais, personne non plus, vraiment. Je devrais probablement m'impliquer davantage concrètement là-dessus. Ouais, je suis plutôt quelqu'un de méta, donc... Et tu as mentionné Amazon. Donc Amazon en France, en Allemagne, aux États-Unis, beaucoup de gens le savent. C'est très important. Quand les gens vont sur Facebook, certaines personnes n'achèteront pas directement sur Facebook. C'est la barrière Amazon. Ils achèteront sur Amazon. Donc si tu n'as pas Amazon, tu passes à côté d'une tonne d'argent. Alors, quel est ton processus pour réussir sur Amazon? C'est clair, mais ouais, je dirais ça comme ça. Au début, tu obtiens probablement environ 10 à 20% de tes ventes via Amazon. Donc, disons que tu fais environ 10 000 $ par jour sur ta boutique Shopify. Si tu ajoutes simplement Amazon, tu vas probablement générer autour de 1 000 $ par jour. Au moins, sur le marché américain, on a eu ça dès le premier jour, environ 1 000 $ par jour. Environ 10% de notre volume sur Shopify, sur Amazon. Et les éléments clés avec Amazon, c'est d'abord les avis. Il y a ce programme, je ne sais pas s'il est disponible sur le marché français. Il s'appelle Vine Reviews, V comme Victor, I-N et E, et puis Reviews. C'est un programme où tu envoies essentiellement des produits à une liste de clients potentiels. Tu envoies le produit essentiellement à des clients d'Amazon et ils peuvent potentiellement, évaluer ton produit et te donner un retour honnête à son sujet. C'est une manière d'obtenir de façon organique un élan initial grâce aux avis. Tu peux obtenir 10, 20, 30 avis de cette manière. Et si ton produit est de bonne qualité, alors tu auras cet élan initial. Parce que, tu sais, quand les gens arrivent sur une fiche produit Amazon, ils regardent les avis. Ils ne connaissent pas ta marque, ils ne connaissent pas ton entreprise dans la plupart des cas, et ils veulent t'acheter avec confiance. C'est généralement le facteur le plus important. Deuxièmement, tu dois avoir une marque déposée parce qu'au moment où tu lances ton produit sur Amazon, tu commenceras à avoir des imitateurs. La plupart viennent de Chine. Donc, ce qu'ils feraient, c'est qu'ils répliqueraient simplement ton produit, littéralement avec le même emballage, tout identique. Parce qu'ils peuvent trouver n'importe quelle bouteille, n'importe quel gadget, et ils collent ton logo dessus. Et il serait très similaire au tien. La seule différence, c'est qu'il serait 2 ou même 3 fois moins cher que le tien. Et ce que préfère Amazon, c'est que leurs clients aient les prix les plus bas. Donc, ils donneraient la priorité à leurs annonces plutôt qu'aux tiennes. Et si tu n'as pas de marque déposée pour les faire retirer, alors ils vont juste, en quelque sorte, prendre toutes tes ventes. Donc, avoir une marque déposée. Je le recommanderais pour des entrepreneurs qui prennent leur marque au sérieux. Tu vois, parfois parfois des gens lancent un business e-commerce et ils veulent juste gagner de l'argent. Ils veulent juste faire du profit
et c'est totalement OK. Tu gères une boutique pendant 6 mois, 1 an, tu fais beaucoup de bénéfices, puis tu la fermes simplement, tu t'en fiches. Mais parfois, si tu prends ton business au sérieux et que tu veux construire une marque sur le long terme, alors tu as besoin d'une marque déposée. Comme ça, si quelqu'un essaye de faire du profit, qui gagne beaucoup d'argent, en essayant d'utiliser ta marque ou de copier tes produits, tu peux les faire retirer. Et donc, pour notre entreprise, on retire environ entre 500 et 1000 URL par mois de personnes qui volent nos produits. Parfois, ils essayent de les vendre sur des boutiques Shopify, parfois sur Amazon, parfois même sur eBay. En fait, ils les vendent un peu partout. Donc, on les fait retirer parce que nous possédons la propriété intellectuelle. Je pense que pour les entrepreneurs qui veulent se lancer sur Amazon, c'est l'une des choses les plus importantes. Vous devriez vous concentrer sur cela et puis mettre en place un système pour générer des avis. Par exemple, tu peux mettre en place des automatisations sur Amazon pour demander aux clients ce qu'ils pensent du produit, de leur expérience et pour récolter des avis. Tu as aussi des moyens pour demander directement à tes propres clients. Exemple, si tu as des clients sur Shopify, il faut juste le faire de manière très subtile. Parce que si Amazon voit que vous incitez les gens à laisser des avis ou que vous les payez pour ça, vous savez, ils peuvent vous suspendre, ils peuvent supprimer votre fiche produit et ce n'est pas bon. Comment tu gères, par exemple, tu as une marque qui se développe grâce aux publicités Facebook, tu fais 10 000 $ par jour. Et puis tu as ceux chinois qui te copient. Et plein d'autres, par exemple, c'est quoi la manière pour les éliminer? Est-ce que c'est de déposer la marque sur Nitis? Ou sinon, tu as d'autres conseils pour les repousser? Et comment tu fais? Quand ils sont arrivés? Nous avons un avocat spécialisé dans ce domaine. Cet avocat a des relations avec Shopify, avec Amazon, avec leur équipe juridique. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont, en gros, ils ont besoin d'une preuve, n'est-ce pas? D'abord, ils ont besoin d'une preuve. D'accord, nous avons une marque déposée. Envoyez-moi la marque déposée. Donc l'avocat nous demande la marque déposée. Avez-vous une preuve que, par exemple, les images que vous avez, que d'autres personnes vous ont prises, que vous avez réellement créé ces images, que vous avez réellement payé votre photographe, vidéaste, donc il demande des factures, il demande, par exemple, des preuves que ce contenu vous appartient légitimement. Vous devez leur fournir cette preuve. C'est un peu comme, vous savez, ils ne peuvent pas juste, comme ça, du jour au lendemain, faire tomber quelqu'un, s'il n'y a pas de preuve que ce contenu vous appartenait à l'origine. Si cela a du sens? Donc, vous devez simplement vous assurer que ce contenu a été légitimement créé par vous, que vous avez fait ces photos, vidéos, vous voyez, peu importe. Parce que certaines personnes sont vraiment stupides. Je veux dire, ils iraient jusqu'à voler les images et ils voleraient le contenu sans même le modifier et ils le mettraient sur leur site web. Et c'est comme, est-ce que tu pourrais, genre, faire preuve d'un peu plus de créativité? Genre, est-ce que tu pourrais juste l'ajuster un petit peu? Tu vois? Mais tu sais, beaucoup de gens copient simplement et parfois, les gens copient dans d'autres marchés. Tu vois, on vend principalement dans des grands marchés mais avec un pouvoir d'achat plus faible. Et parfois, certaines personnes essaient de revendre nos produits au Mexique, en Espagne ou en Asie du Sud. Ils créeraient des sites web avec des noms très similaires à notre marque et commenceraient à les vendre. Mais grâce à l'automatisation, grâce à l'équipe juridique que nous utilisons, ils sont capables de les repérer, d'identifier les mêmes images qu'ils utilisent et nous pouvons les faire retirer. Mais il faut simplement avoir la preuve que le contenu que vous revendiquez comme étant le vôtre vous appartient réellement. C'est important. Et maintenant, est-ce qu'il existe des outils qui permettent de trouver directement les imitateurs? On peut les mettre dans la description de cette vidéo, mais je pense que je connais l'avocat avec qui vous travaillez parce que nous travaillons toujours avec lui. Et je sais, si je ne me trompe pas, qu'il utilise des outils pour trouver des copies massives. Oui, c'est exact. Ils utilisent des outils automatisés pour détecter ça. Oui, ça fonctionne pour nous. Nous avons aussi un autre avocat spécifiquement pour Amazon parce que Amazon est une bête un peu différente en termes de suppression de vendeurs. Et Amazon peut devenir assez agressif. Par exemple, quand des gens volent vos produits sur Amazon, ils peuvent envoyer plein de faux avis. Ils peuvent signaler votre fiche produit depuis de nombreux comptes. S'ils veulent vraiment vous faire tomber, ils peuvent le faire. J'ai un ami, par exemple, qui dirige une marque très prospère. Il fait environ 10 millions de dollars par mois. Il s'est fait supprimer une fiche produite sur Amazon qui générait 5 millions de dollars par mois. Imaginez comme ça, 5 millions de dollars par mois en volée. Et cela s'est produit il y a environ 2 mois. Il a commencé à travailler avec des avocats pour récupérer sa fiche. Il a finalement réussi à la récupérer, mais ça lui a pris environ 1 mois, donc 5 millions de dollars.
Sur Amazon, la vente est perdue, non? Donc, je pense que ça fait simplement partie du business. C'est la réalité des choses, vous voyez, mais c'est clairement quelque chose qui peut arriver aussi. Et voilà. Je pense qu'il y a des gens qui sont très doués avec ces tactiques, comme signaler une fiche produit, générer de faux avis, générer des avis négatifs. Ça peut vraiment nuire à votre entreprise, mais bon, c'est en gros le secteur dans lequel on évolue. Tu dois t'adapter et t'y habituer. Ouais, et tu fais beaucoup de choses. Tu fais beaucoup de choses. Tu as une communauté. J'étais dans ta communauté ESS. Tu fais beaucoup de choses. Donc ma question est, à quoi ressemble ta semaine type? Où est-ce que tu mets ta concentration? Dans quoi? Dans quel levier? Quel niveau? Donc, je pense que la façon dont je gère mon entreprise est probablement différente de celle de la plupart des gens et je ne pense pas que ce soit l'idéal. Tu vois, si je pouvais juste choisir un seul business et m'y consacrer à fond, je pense que notre activité grandirait beaucoup, beaucoup plus vite. Mais en même temps, tu vois, toutes les opportunités que la communauté m'a apportées, les personnes que j'ai rencontrées, les connexions que j'ai pu faire grâce à ça. Là, par exemple, on est en discussion avec, disons, des gens à qui on voudrait vendre le business. Des fonds de private equity, tu vois, des personnes capables de racheter une entreprise. Et une personal brand, ça ouvre vraiment beaucoup de portes. C'est probablement pareil pour toi. C'est beaucoup plus simple d'engager des conversations avec les bonnes personnes. La façon dont j'organise mes semaines, en général, c'est que j'essaye de répartir les différents projets par jour. Donc, par exemple, 2 jours par semaine, je travaille sur notre business e-commerce. D'accord. Quelles sont les plus grandes contraintes? Quels sont les éléments les plus importants sur lesquels je peux aider notre équipe? Je ne gère pas les publicités. Je ne fais pas de montage vidéo. Et franchement, non, à ce stade, je ne suis même plus vraiment impliqué directement dans la construction du système. Je peux donner une structure du système ou faire des retours dessus, mais je ne le construis pas moi-même. On a des gens intelligents dans notre équipe qui s'occupent de ça, mais je leur donne du feedback pour voir, tu vois, quelles sont les lacunes qu'ils peuvent avoir. Et puis aussi, tu vois, j'ai des discussions avec différentes personnes qui ont accès à certaines expertises, disons dans l'IA, dans des outils d'intelligence artificielle, dans des automatisations, des workflows, tout ça pour aider notre équipe à être plus efficace. Donc, c'est littéralement mon travail d'apporter ce genre d'innovation à l'équipe, amener des choses positives, comme par exemple, trouver de bons prestataires, tu sais, des agences Google avec des comptes solides, des experts Amazon ou d'autres partenaires pour les différents aspects du business. Ou encore un bon candidat potentiel que je peux intégrer à notre équipe. C'est donc là que je passe la majorité de mon temps. Et puis, simplement avoir des conversations avec les leaders de notre équipe, je leur donne simplement des retours en analysant les chiffres. D'accord. Quelle est la plus grande contrainte? Ce qu'on peut ajuster, ce qu'on peut changer, ce qu'on peut améliorer. En gros, je suis un peu partout dans le business, là où il faut. On est présent dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, on a essentiellement 3 activités. La première, c'est le e-commerce. La deuxième, c'est notre branche éducation. Et la troisième, c'est le logiciel qu'on a lancé récemment. Et donc, probablement d'ici l'année prochaine, on va regrouper l'activité d'éducation et celle du logiciel en une seule. Donc, ça deviendra une seule entreprise comme celle que nous avons déjà. Disons, une bonne équipe de direction qui prend, vous savez, la majorité des décisions et comment je gère mon temps et je veux le répartir. Et c'est comme ça que je le répartis principalement en ce moment. Ce sera principalement sur les partenariats et la promotion. C'est-à-dire que les partenariats, les promotions, les relations, c'est là que je veux essentiellement consacrer la majorité de mon temps. Et d'après mon expérience, c'est ce qui offre le plus de levier. Dans tout ce que je fais, au quotidien, je veux toujours trouver du temps pour faire de l'exercice, aller à la salle de sport. Comme vous le faites aussi. Et oui, aussi passer un peu de temps avec ma famille. Donc c'est un peu comme, je pense qu'il y a différentes saisons dans la vie et dans les affaires. Par exemple, disons que vous êtes célibataire, d'accord? Et vous n'avez pas de famille. Tu peux juste te concentrer, travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, te consacrer à une seule entreprise et simplement dominer. Pour moi, c'est plutôt où est-ce que je trouve de l'effet de levier. Par exemple, je peux faire certaines tâches moi-même ou je peux faire venir quelqu'un pour accomplir cette tâche ou je peux former quelqu'un dans notre équipe pour qu'il la fasse. Donc pour moi, j'essaye de réfléchir en termes de levier parce que je n'ai qu'un temps limité et aussi je ne veux pas sacrifier ma relation avec ma femme ou avec mes enfants ou me retrouver en surpoids. J'ai déjà été en fort surpoids juste pour faire croître mon entreprise un peu plus rapidement. Donc pour moi, il s'agit de trouver le bon équilibre et de trouver un levier pour faire ce que je veux faire
sans avoir à faire tant de choses. Génial, tu fais du bon travail. Félicitations, dans ton équipe e-commerce, combien de personnes tu as? Quelle est la taille de l'équipe? Et pour la formation aussi, quelle est la taille et est-ce la même équipe? As-tu les mêmes personnes qui travaillent sur les 3 entreprises ou est-ce que tu as une équipe par entreprise? Oui, donc à l'heure actuelle, nous avons environ 25 personnes dans l'équipe e-commerce. Je pense que le modèle économique du e-commerce est beaucoup plus évolutif que celui de la formation. Dans la formation, nous avons 45 à 50 personnes. C'est parce qu'il y a l'équipe de vente, l'équipe marketing, l'équipe de réussite client. Nous avons environ 12 coachs pour notre activité éducative, ce qui est beaucoup. Et nous voulons offrir la meilleure qualité de soutien possible. Donc cette activité est beaucoup plus complexe tout simplement. Oui, c'est beaucoup plus complexe que le e-commerce, je dirais. Parce qu'avec l'e-commerce, tu peux atteindre environ 30 à 50 millions de dollars par an avec une équipe d'environ 30 personnes. Et beaucoup d'aspects de l'entreprise peuvent aussi être externalisés ou confiés à des agences. Donc, pour nous en ce moment, je pense que nous avons une équipe incroyable pour notre activité e-commerce. Il s'agit plutôt de trouver des gains d'efficacité, comme utiliser davantage l'IA, par exemple, dans tous les domaines de l'entreprise, en commençant par la création, le support client, le marketing, en créant des automatisations et des flux de travail. Donc, utiliser beaucoup plus la technologie que les personnes. Je ne veux pas embaucher plus de monde. Je veux intégrer plus d'outils et utiliser davantage l'IA afin de rendre l'entreprise plus efficace. Et puis, pour ce qui est du logiciel, on a une équipe dédiée pour ça. Et oui, dans cette équipe, je ne suis pas impliqué dans le développement du produit. Nous avons un excellent partenaire qui est basé en Bulgarie et qui s'occupe de tout cela. Pour nous, il s'agit plutôt de la promotion marketing du projet. Et nous avons des chevauchements, ce que je pense n'est pas idéal. Je pense que nous allons nous éloigner de cela, là où des personnes travaillent sur plusieurs projets en même temps. Par exemple, au sein de SS, au sein de notre communauté, il y a certains coachs qui aiment aussi animer notre programme. Et donc, ce chevauchement n'est pas idéal car cela leur prend du temps et de la concentration. En même temps, ils apprennent et obtiennent une perspective extérieure sur ce qui fonctionne dans différents créneaux. Mais je pense que, oui, probablement d'ici les prochains mois, nous allons complètement consolider. Comme tout le monde du côté e-commerce ne fait que du e-commerce et tout le monde du côté éducation ne fait que de l'éducation. Et c'est un peu comme avoir des lunettes qui se chevauchent parce que je ne pense pas que ce soit idéal. Jamais. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Parce que tu as de bonnes personnes qui savent exactement ce qui fonctionne. Et personnellement, je pense que c'est une bonne chose d'avoir le même coach. Parce que je connais le coach et j'ai vu le niveau du coach, comme Sari, Rishi, et c'était vraiment excellent. Donc je pense que ce n'est pas une mauvaise idée à ce sujet. Oui, c'est super pour les clients. C'est incroyable pour les clients parce qu'ils travaillent avec des personnes qui ont littéralement une expérience concrète dans le business. Ils voient ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais en même temps, oui, ça prend aussi du temps et du focus par rapport à, de ce qu'ils font au quotidien. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas idéal. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons essentiellement consolidé tout, comme tous les appels, tous les enregistrements, les cours qu'ils donnent. En gros, on a déconstruit tout leur processus de réflexion et on l'a systématisé pour l'intégrer à la plateforme de formation. De sorte que, disons, si un coach rejoint notre équipe, peut-être que ce coach n'a pas autant d'expérience dans le e-commerce. Peut-être qu'il n'a pas réalisé des dizaines de millions de dollars de vente. Il a seulement fait quelques millions de dollars de vente. Mais il peut accéder à toute cette connaissance, cette compréhension, à tous les cadres de travail et à tout le processus de prise de décision. Ensuite, il peut aussi aider les clients, vous savez, à prendre de bonnes décisions stratégiques et les aider, vous savez, à développer leur entreprise. Donc, notre vision pour cela, c'est encore une fois, comment? Comment peut-on utiliser la technologie pour reproduire un tel talent? C'est comme ça que je le vois. Vous voyez, on a une personne intelligente. Comment transformer cette personne intelligente en 3 personnes intelligentes ou au moins doubler leur productivité? Ou comment rendre des personnes moins intelligentes, plus intelligentes grâce à la technologie? Donc, c'est notre priorité en ce moment. Super, et quand vous parlez de nouvelles technologies, nouvelles intelligences artificielles qui peuvent permettre à un membre de notre équipe de travailler comme s'il était 4, quand vous parlez de ça, comment intégrez-vous
au cours de votre semaine ou de vos journées l'apprentissage et le développement au sein de votre entreprise? Parce que je sais que par exemple, Apple dépense des sommes énormes en recherche et développement. Et oui, j'ai aussi entendu dire que les meilleurs coachs dans chaque domaine ont eux-mêmes toujours un coach, tu vois. Alors comment organisez-vous votre semaine ou votre journée pour toujours apprendre de nouvelles choses? Et est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites vraiment? Et comment structurez-vous cet apprentissage et tout ce qui s'y rapporte? Bien sûr. Excellente question. Pour notre équipe, ce que je fais, c'est aussi, comme je l'ai mentionné, l'une de mes responsabilités. Comment attirer les meilleurs talents, les meilleures personnes qui, disons, ont compris l'IA, n'est-ce pas? Ou des personnes qui ont des outils pouvant nous aider à faire évoluer notre activité, comment les intégrer à notre équipe, les accompagner. Et donc, je participe aussi à ces appels. Et à travers tous ces appels, j'apprends. Aussi, personnellement, je rencontre beaucoup de gens. Chaque semaine, tu sais, je rencontre toujours au moins 3 à 5 nouvelles personnes. Des personnes qui font quelque chose d'incroyable, tu vois, avec l'IA ou qui sont dans d'autres domaines du business. Et donc, pour moi, quand j'apprends, je transmets ça à l'équipe. D'accord? J'ai rencontré cette personne, voici ce qu'elle fait. Voici, vous savez, le résumé de l'appel. Donc, je suis un peu en première ligne. Je suis un peu en mode, OK, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui fait le buzz? Genre, quels sont les autres trucs? Quelles sont les autres tendances? Des outils qu'on peut utiliser ou des frameworks qu'on peut intégrer dans notre entreprise, puis les mettre en place. Et puis, on paie aussi pour du coaching, pour du conseil, ou bien on bénéficie de coaching de la part de personnes qui réussissent très bien avec Google, des gens très Google-friendly. Et c'est aussi l'une des choses que je pense que les gens peuvent en retirer. Même si vous avez, disons, votre agence Google qui gère vos publicités ou n'importe quelle autre agence, ce que je recommanderais, c'est d'avoir des appels d'audit ou de conseil avec d'autres agences Google ou d'autres agences Facebook ou peu importe pour avoir un point de vue différent sur ce qu'ils pourraient manquer. Parce qu'ils ne connaissent qu'une seule façon de faire les choses. Et je pense que c'est généralement à ce moment-là que les entrepreneurs se retrouvent bloqués quand ils se disent, d'accord, c'est ça, je sais comment ça fonctionne, ça marche et je fais ça depuis environ 3 ans. Et si ça ne marchait plus, et si ce n'était plus la méthode la plus efficace, et s'il existait une meilleure façon de faire les choses? Je pense qu'avec la technologie que nous avons aujourd'hui, avec les outils dont nous disposons actuellement, nous devons garder l'esprit ouvert. Il se peut qu'il existe une meilleure façon de faire cette chose. Et donc, par exemple, cette conversation que j'ai eue hier avec cet entrepreneur ici, un jeune de 21 ans, il m'a montré, genre, j'utilise cet outil d'IA et j'utilise cet autre outil d'IA. Et j'utilise cet outil pour créer environ 50 publicités visuelles par jour où je fais ces publicités UGC. Et voici exactement ce que je fais. Et moi, je me dis, d'accord, waouh, c'est intéressant. Alors, j'ai pris des notes, je les ai partagées avec l'équipe. Donc maintenant, eux aussi savent comment faire. On l'a ajouté au backlog parce qu'on accumule beaucoup d'idées différentes au quotidien. Et on ne veut pas non plus tout laisser tomber pour se concentrer uniquement là-dessus. Surtout si ce n'est pas encore un concept éprouvé, mais c'est ajouté au backlog. Et disons que nous testons ces idées une par une, en parallèle. Et disons qu'on teste ce format, on teste ce cadre, et que ça fonctionne vraiment, alors là, on mise tout dessus. Je pense que les entrepreneurs doivent avoir cette notion de backlog d'idées, où ils notent en quelque sorte tout ce qu'ils apprennent de nouveau, surtout s'ils sont dans des communautés. Comme vous aussi, probablement, vous avez des conversations avec genre 50, 100 entrepreneurs chaque mois, et chacun a de très bonnes idées. Je pense qu'il faut les noter, les mettre dans le backlog et décider comment on les priorise. Quel impact cette idée peut potentiellement générer si elle est bien exécutée et aussi combien d'efforts il faudra pour la mettre en œuvre. Si vous pouvez valider cette idée en 30 minutes, mais qu'elle peut ensuite ajouter, disons, 50 000 $ de bénéfices à votre entreprise ou plus, je veux dire, c'est une idée qui en vaut la peine. D'un autre côté, si l'idée prend 3 mois à être mise en œuvre, par exemple, c'est, je ne sais pas, une structure d'équipe totalement nouvelle, un flux de travail complètement différent. C'est très risqué parce que vous ne savez pas si cela va fonctionner. Ça marche pour quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas forcément le cas pour vous. Alors cette idée sera plus bas dans la liste des priorités et donc,
vous ne vous jetez pas dessus immédiatement. Oui, c'est les mêmes frameworks, mais c'est facile à mettre en œuvre. Donc tu as un vrai levier, un vrai impact que nous pouvons avoir sur l'opération. C'est facile et rapide à exécuter ou non. Donc oui, merci pour ça. Et tu parles d'outils. Si on peut faire un petit brainstorming rapide sur ce qui est le plus impactant. Tous les outils. D'abord, tu peux partager les outils que tes étudiants utilisent pour créer 50 créations par jour pour les visuels statiques. Tu peux partager. Oui, pour générer du contenu UGC, il utilise Arcades et ensuite aussi pour le format avant, après. Et il génère des images avant, après, très réalistes. Et il les génère en utilisant Midjourney. Donc, il suffit simplement de donner une instruction, par exemple, « Hey, j'ai besoin d'une image avant, après d'une femme, disons, de 43 ans. » Tu sais, joli. Et avant, après avoir utilisé ce produit spécifique, sa peau change, par exemple, tu vois. La peau a moins de rides. Et j'ai besoin de cette image en haute définition pour que, tu vois, qu'elle ait l'air réaliste et donc Midjourney. Et ensuite, tu peux créer genre, une fois que tu as une bonne image, ok, je veux générer environ 25 variations de cette image et puis aussi juste Canva. Enfin, je veux dire, Canva a aussi de bonnes fonctionnalités d'IA. Et ne l'ai pas utilisé moi-même. Je l'ai juste envoyé à l'équipe. Je leur ai dit de, tu sais, un peu enquêter et de tester. Oui, Canva avec la nouvelle IA est beaucoup trop incroyable. Pas aussi les principales. Il y a aussi une plateforme appelée Gridbank. Oui, je sais. Tu l'as utilisée? On commencera lundi. Il est sur ma liste de choses à faire. Et on vient juste de voir ça aujourd'hui avec mon créatif stratégiste. Oui. Gridbank, donc tu peux sourcer un b-roll. Personnellement, j'aime bien sourcer nos propres b-rolls, mais je pense que cette plateforme est très bien aussi. Et oui, avec Icon, on va s'amuser un peu aussi. En particulier, la fonctionnalité b-roll est très intéressante car elle découpe le b-roll. Je pense que c'est quelque chose de très puissant. Je ne sais pas à quel point leurs scripts sont bons, parce que leurs scripts, d'après ce que j'ai vu, sont assez basiques. Donc même dans notre outil, quand on créait le gethooked.ai, quand on écrivait les scripts, je veux dire, les prompts qu'on y a intégrés, c'était un énorme prompt. En gros, on s'est inspiré des meilleurs VSL, on apprend des meilleurs marketeurs en utilisant tous les frameworks qu'ils ont utilisés. Je ne pense pas que leur script soit très sophistiqué, mais ça pourrait probablement fonctionner pour un type de contenu UGC court. Pour nous, tu sais, on utilise surtout des VSL. On est très axé sur le marketing direct. Et donc, pour nous, on doit intégrer beaucoup plus de prompts. Oui, on mettra un lien dans la description pour tester Gitcode. C'est un très bon outil. Et à propos, ouais, tu connais GigaBrain, tu connais ces outils? Comment ça s'appelle? GigaBrain. Non. Ouais, c'est un super outil que je peux partager. C'est pour analyser une tonne de forums, une tonne de posts Reddit et tout centraliser dans un seul outil. Donc tu peux simplement taper par exemple neuropathie et tu peux trouver toutes les discussions sur la neuropathie, ce que les gens en pensent. Ça te fait gagner énormément de temps parce que cette appli centralise tous les forums. Donc c'est un très bon outil que je voulais partager aujourd'hui. Et c'est très utile. Ouais. Une autre chose que je voulais partager avec toi, mon équipe a commencé à le tester. C'est OpenAI, la dernière version, je crois, la 4.5. Ça s'appelle Deep Research. Oh, c'est incroyable. Incroyable, ouais. Ouais. Si tu regardes cette vidéo, tu dois essayer. C'est vraiment génial, ouais. C'est super. Et recherche approfondie. Mon équipe a envoyé littéralement les advertoriaux gagnants qu'on est en train de tester en ce moment et l'IA les a carrément complètement réécrits. C'est vraiment bien en utilisant cette fonctionnalité de recherche approfondie, tu vois, et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Je dirais que, genre, il y a il y a 3 ans, l'IA était un peu, genre, très académique, tu vois. Maintenant, elle arrive à un niveau vraiment bon, ouais, où elle peut, ouais, vraiment produire des choses de qualité. Ouais. Et tu as testé Claude pour le copywriting? Oh, ouais, ah oui, je t'avais dit à 100%. Ouais, Claude, mon équipe l'utilise beaucoup en ce moment. Je pense qu'ils utilisent à peu près 50-50 Claude et ChatGPT.
Je pense que, en toute honnêteté, les deux options sont absolument vraiment très excellentes. Vraiment. Claude est probablement plus... C'est meilleur pour le copywriting créatif, je pense. Ouais, c'est bon pour le copywriting. Je pense que les deux. Je recommanderais aux gens de tester les deux. Mais je veux dire, à la fin de la journée, l'IA n'est aussi bonne que la qualité des prompts, la qualité des entrées que tu lui donnes. Et c'est là-dessus que je me concentrerai. Parce que si tu lui donnes des prompts très superficiels, alors elle te donnera des réponses tout aussi superficielles. Une chose importante que nous avons constatée avec l'IA, c'est qu'il faut décomposer votre, disons, VSL ou advertorial en plus petits segments. Parce que si c'est l'ensemble du contenu, alors il perd un peu de son efficacité. Mais si tu le décomposes en plus petits morceaux, disons que tu veux juste recréer des accroches, des introductions ou, tu sais, des questions et ensuite les assembler. Je pense que dans ce cas, cela peut être très puissant avec de plus petits morceaux pour l'algorithme. Du moins, c'est ce que nous avons constaté. Oui, pour moi, c'est la même chose. Si nous décomposons, par exemple, ou si nous nous concentrons uniquement sur le mécanisme unique du problème, par exemple, nous pouvons aller très en profondeur et créer des choses fantastiques, si nous nous concentrons là-dessus. Et c'est vraiment génial. Ce que j'adore faire, et je sais que tu fais la même chose dans ton équipe, c'est de prendre les avis Amazon et de donner les données à ChatGPT pour dire « D'accord, donne-moi l'angle principal, donne-moi les messages clés, quel est le désir, quels sont les mots exacts du client pour créer un désir ou pour activer une émotion. » Donc, c'est très puissant d'intégrer les données d'Amazon dans GigaBrain. Les avis clients pour ça. Donc personnellement, quand je veux créer une pub ou un texte rapidement, je fais ça. Je donne à ChatGPT une analyse marketing, donc ma propre analyse marketing. Je donne des avis clients, donc on envoie un email à tous les clients et on leur demande quelles sont leurs barrières supplémentaires. Et les avis Amazon sur GigaBrain, et le résultat est vraiment excellent. Tu peux créer un texte incroyable avec ça, c'est sûr. Oui, vraiment, c'est très fascinant et aussi c'est très fascinant à observer. Comme, même comment tu sais comment cette technologie évolue avec le temps. Parce que oui, elle devient vraiment, vraiment performante. Et je pense que les personnes qui utiliseront cette technologie pour être plus efficaces, pour produire davantage, seront celles qui domineront. Parce que si tout le monde a accès aux mêmes ressources, aux mêmes outils comme ChatGPT est accessible, Claude est accessible, c'est seulement la manière dont tu les utilises, non? Il n'y a en gros aucune barrière à l'entrée. Si ces outils coûtaient des milliers ou des dizaines de milliers de dollars par mois, alors il y aurait une barrière financière. Mais maintenant, il n'y a plus de barrière financière. La seule barrière, en fait, c'est le temps que tu passes à apprendre et à utiliser ces outils. Mais je pense que c'est quelque chose qui, tu sais, pourrait vraiment être bénéfique pour les gens s'ils s'y concentraient. On a eu une conversation, en fait, avec, tu sais, Anwar. Anwar. Ouais, je vois qui c'est. Je ne sais pas si c'est le même, mais ouais, je sais qu'il est aussi à Dubaï, en fait. Je vais vous mettre en contact. Et donc, il a créé cet outil très cool. Il nous a fait une démo. Je ne sais pas s'il est déjà entièrement fonctionnel, mais en gros, ce qu'il fait, c'est que, disons que tu as 5 corps de texte, tu as 5 CTA, tu les télécharges dans l'outil et l'outil crée en gros des variations comme un hook avec 5 corps de texte différents, 5 CTA différents, un autre hook, 5 corps de texte différents, 5 CTA différents. C'est un peu comme toutes les combinaisons possibles de tout ça. Et l'avantage de ça, c'est que si tu devais rendre chacune de ces vidéos, disons que tes monteurs vidéo devaient rendre chacune de ces vidéos, ça prendrait, disons, 5 minutes chacune. Et s'il y en a 75 de variations de ces vidéos, je veux dire, ça prendrait vraiment beaucoup de temps rien que pour le rendu, ce qui est une perte de temps. Et donc cet outil effectue le rendu beaucoup plus rapidement et crée ces combinaisons, ce qui fait gagner beaucoup de temps au monteur vidéo. On aura d'ailleurs Paul aujourd'hui pour notre communauté ESS avec Anwar. Je pense qu'il expliquera une partie de ce processus, mais je pense que c'est une façon de faire, une bonne méthode. Par exemple, si tu as, comme on en a parlé, ton élément gagnant. Tu veux créer tout un tas de variantes différentes. Comment faire ça le plus rapidement possible
en créant ces variantes et en les lançant sur le marché pour les tester. Parce que si ça fonctionne, tu peux l'industrialiser, tu sais, tu peux l'étendre très rapidement. Si ça ne fonctionne pas, t'en tires des leçons et tu retournes à la planche à dessin. Mais avoir ce processus le plus optimisé possible pour que la production de tes monteurs vidéo soit la plus élevée possible. Et tu sais, tu fais ça et ça permet un accès au marché très rapide. Cet outil est-il ouvert ou pas encore? Je pense que c'est quelque chose qu'il a développé en interne. Il travaille encore dessus. Encore une fois, je ne sais pas si c'est complètement fonctionnel. Je lui ai demandé genre, hey, inscris-moi, où est-ce qu'on paye? Et genre, donc, ouais, je pense qu'ils sont encore en train de peaufiner les derniers détails. C'est de la technologie, c'est du logiciel, donc, tu sais, il y a beaucoup d'éléments en jeu, mais avec un peu de chance, ce sera prêt bientôt. Je te le présenterai pour que vous puissiez en discuter. Ouais, je pense que ce n'est pas le même Anouar qu'on connaît. Ouais. C'est Anouar Javirov, tu le connais ou pas? Non, ce n'est pas le même. Oh, voyons voir. Il dirige une agence créative, une sorte d'agence axée sur la performance, donc il aide ses clients à se développer. Et il prend genre un pourcentage du chiffre d'affaires et tout ça. Et tu vois, donc en gros, tout son revenu dépend du taux de réussite, de la qualité des publicités. Genre, c'est littéralement ce qui détermine combien d'argent il gagne, donc il est dos au mur. Et donc, il a créé ces outils pour l'aider à être plus productif, plus efficace et juste, tu sais, trouver plus rapidement des publicités gagnantes. C'est incroyable pour les gens qui regardent. On sait tous que tu es dans le e-commerce depuis très longtemps. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui se lancent en ce moment dans le e-commerce, qui font peut-être 5 000 $ par jour? Genre pour l'avenir? Et comment vois-tu le e-commerce dans l'année à venir? Et quelles sont les tendances qu'on doit suivre et saisir pour en tirer vraiment le maximum possible? Genre, quelles sont les choses à éviter et les choses, peut-être une ou deux choses à absolument faire pour s'assurer qu'ils gagneront beaucoup d'argent avec le e-commerce? Désolé de te couper, mais une chose que tu as dite est très intéressante. C'est ce qu'ils doivent éviter, parce que c'est un gros problème. Il y a des gens qui n'ont pas de résultats et qui ne savent pas qu'ils doivent éviter certaines choses. Donc si tu peux, partage quelques conseils pour les débutants et les intermédiaires sur ce qu'ils doivent éviter. Et sur quoi ils doivent se concentrer. Ce serait très intéressant. Merci pour cette question. Bien sûr. Excellente question. Alors, les choses à éviter, je dirais que la première, c'est éviter simplement d'être un copieur. Vous savez, je pense que dans cette industrie, les gens se contentent de se copier les uns les autres. Et je pense qu'il faut vraiment penser un peu différemment, sortir des cases. Par exemple, même tu sais comment c'est dans notre milieu, il y en a qui disent, ah, il y a quelqu'un qui lance une pub. Attends, je vais la copier, faire un peu d'argent avec. Et c'est OK pour démarrer. Mais ensuite, à mesure que tu construis ton business et que tu commences à avoir un peu d'élan, je recommanderais de chercher de l'inspiration, pas seulement chez vos concurrents directs, mais aussi dans d'autres secteurs, auprès d'autres entreprises à succès qui ont bien réussi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point à considérer, c'est vous. Au début, vous devez simplement vous concentrer sur un seul canal. Par exemple, Facebook. Maîtrisez-le, comprenez-le, maîtrisez-le à fond, mettez en place tous les systèmes. Mais à un moment donné, il faut éviter de dépendre d'une seule plateforme et il faut se diversifier. Comme on l'a dit à propos d'Amazon. Comme AppLovin, ça peut être des natives, ça peut être des ads YouTube. Ce sont des plateformes secondaires de génération de trafic pour que votre entreprise puisse se développer. Ainsi, avec le temps, vous ne dépendez pas uniquement d'une seule plateforme, car si quelque chose arrive à cette plateforme, alors votre entreprise est pratiquement fichue. Numéro 3 est, tu peux atteindre un certain niveau tout seul, c'est clair. Mais, ou peut-être avec quelques personnes dans votre équipe. Mais il faut prioriser, éviter de dépendre de vous-même je veux dire, en tout cas, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Et je vois des entrepreneurs qui lancent une entreprise seuls et qui réussissent, mais ensuite, ils n'évoluent pas vraiment en leader. Ils ne deviennent pas quelqu'un capable de gérer d'autres personnes, d'attirer d'autres personnes exceptionnelles dans l'équipe. Parce que si vous regardez dans toutes les entreprises à succès, même Facebook par exemple, non? Facebook, ce n'est pas juste Zuck. On est d'accord? C'est Zuck qui a lancé, mais ensuite, il s'est entouré de plein de gens brillants. Il y a aussi plein de gens stupides, bien sûr, surtout quand on les appelle pour obtenir du support, dans la plupart des cas. Peut-être qu'il faudrait couper ça, mais bon, vous voyez,
Mais ensuite, vous savez, ce n'est pas juste ça, c'est des centaines de milliers de personnes aujourd'hui. Évidemment, tout le monde n'a peut-être pas envie de créer une entreprise avec des centaines de milliers d'employés. Mais à un certain moment, le talent devient votre plus grand levier. Je pense qu'après 1 million par mois, genre vous faites 1 million par mois, vous avez une bonne rentabilité. Quel talent exceptionnel vous pouvez alors intégrer à votre équipe. Et cela peut être simplement du talent interne, en embauchant des gens à temps plein. Cela peut aussi être des prestataires de services très compétents dans leur domaine. Mais cela devient littéralement l'un de vos principaux rôles. Trouver ces personnes et les intégrer à votre équipe. Parce que c'est ce qui vous donne le plus de levier. Et en même temps, t'as pas besoin de rester scotché à ce compte toute la journée, à retoucher tes pubs en boucle. Donc, c'est un peu comme des étapes et des saisons dans l'entreprise. Au début, vous travaillez dur. Au début, vous pouvez juste rester assis. Tu vois? Si tu sais créer des pubs, tu crées des pubs. Si tu sais les gérer, alors tu les gères. Et si tu sais, tu vois, lâche ton site. Quitte ton site, passe à autre chose. Mais avec le temps, utilise l'argent comme levier. Rachète ton temps. Parce que cela vous apportera une plus grande capacité de croissance et aussi plus de liberté dans votre vie, dans les affaires. Donc, ce serait ma troisième suggestion. Et puis, encore une chose en plus à éviter, surtout pour les entrepreneurs à succès. Je l'ai fait moi-même. Quand l'entreprise se développe et que tout va bien, on a parfois cette tendance à se dire, si on reconstruisait tout, changeons simplement tout. Oh, le site ne convertit pas, ou peut-être qu'on a eu un mauvais mois avec le site. Allez, on refait complètement le site. Changeons complètement notre créative stratégie. Changeons notre genre, tu vois, n'importe quel processus dans l'entreprise complètement. Et je pense que c'est l'une des plus grandes erreurs aujourd'hui. En gros, tout ce qui fonctionnait, tu le détruis complètement. À la place, ce que je recommanderais, c'est de faire des ajustements, tu vois? D'accord, donc peut-être qu'un élément du processus créatif a besoin d'un léger ajustement. Tu fais un petit ajustement. Peut-être qu'il y a quelque chose sur le site web que tu peux ajuster légèrement. Tu vois, fais un split test sur un seul élément à la fois et améliore-le progressivement jusqu'à ce que ça atteigne le niveau que tu veux. Et en général, ça vient de décisions émotionnelles. Tu sais pourquoi ces choses arrivent? Genre, je sais pas, t'es de mauvaise humeur, t'as mal dormi. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie personnelle. Et tu vois, c'est pour ça que les gens prennent ces mauvaises décisions. Et je veux dire, moi-même je l'ai fait, et je connais beaucoup de gens qui l'ont fait. Ou, en gros, ils sabotent un peu tout ce qu'ils ont construit. Et avec ça, il y a aussi un truc important. Peu importe où en est ton business, que tu sois en pleine croissance ou que ça tourne un peu moins bien, je pense que le plus important, c'est de prioriser ta santé, être en forme, aller à la salle, trouver du temps pour ça. Même si c'est 30 ou 60 minutes par jour, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir le bon état d'esprit, d'être mentalement au bon endroit. Parce qu'à la fin de la journée, tous nos business sont créés ici. Tout l'argent qu'on gagnera un jour sera généré ici. C'est ici que tout commence, non? Et donc si tu te concentres là-dessus, si tu te concentres sur ton esprit et sur le fait de garder ton mental au bon endroit, tu sais, si tu as besoin de prendre un coach mental, quelqu'un qui te challenge, qui te pose des questions difficiles, fais-le. Si tu as besoin d'un coach personnel pour t'entraîner au sport, à la boxe, peu importe, n'est-ce pas? Fais-le. Si vous avez besoin d'obtenir un point de vue extérieur de la part de personnes et de les payer pour leurs conseils, fais-le, parce qu'au final, c'est un investissement sur toi-même et ça te donnera, genre, le retour sur investissement le plus élevé possible. Parce que, par exemple, quelqu'un qui fait 5 000 $ par jour, ça fait, disons, 150 000 $ par mois, et quelqu'un qui fait 1 million de dollars par mois. Quelle est la différence entre ces personnes? Genre, la personne qui fait 1 million de dollars par mois, et peut-être pas. Dans la plupart des cas, elle n'est pas plus intelligente que celle qui fait 5 000 $ par jour. Elle se concentre simplement sur les bonnes choses, elle a l'esprit bien orienté et elle se focalise sur ce qui compte vraiment. D'accord, si c'est le cas, comment devenir cette personne? Et sur quoi faut-il se concentrer pour amener ton entreprise à ce niveau? Je pense que dans beaucoup d'aspects de la vie, on complique trop les choses. On se dit, oh, cette petite tactique ou ce petit truc ici. Mais à la fin de la journée, c'est comme si tout se passait ici. Quel est ton processus mental? Comment prends-tu tes décisions?
et comment avoir plus d'impact. Comme dans la prise de décision, je pense que créer un réseau avec des entrepreneurs qui sont là où tu veux être est l'un des moyens les plus rapides d'y arriver. Parce que tu poses deux questions. Tu vois comment ces personnes pensent. Tu te rends compte, oh, je pensais à ça d'une manière totalement différente. Cette personne a accompli ce que je veux accomplir, donc peut-être que je devrais adopter sa façon de penser. Parce que depuis tout petit, on a été élevé comme, tu sais, un peu comme si on recevait le système d'exploitation de nos parents, de nos professeurs, de nos amis, et ce n'est peut-être pas le système d'exploitation dont nous avons besoin pour construire l'entreprise que nous voulons, tu sais. Une entreprise à 8 chiffres, 9 chiffres, une entreprise à 1 milliard de dollars. Et la seule façon d'obtenir un nouveau système d'exploitation, c'est de parler à des personnes qui ont déjà ce système. Donc oui, c'est ce que je recommanderais aux entrepreneurs. Incroyable, et c'était toutes mes erreurs dans le passé. Oh mon Dieu. Et j'adorerais que, tu sais, quelqu'un regarde ça et se dise, oh, d'accord, ça a du sens. Et j'aimerais vraiment voir ça. Tu sais, quelqu'un capable d'ajuster sa façon de penser et son comportement pour obtenir ce qu'il veut dans la vie, parce que c'est ce qu'on fait. On partage simplement l'expérience. Les expériences, c'est comme, j'essaierai aussi de transmettre toutes mes expériences à mes enfants, tu vois? Je vais essayer de les leur transmettre. Je veux qu'ils fassent des erreurs, mais au moins, tu sais, si je peux les aider à éviter certaines des erreurs que j'ai faites, j'en serai ravi. Et on transmet simplement ça à la prochaine génération. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai. Je regardais une de tes vidéos, tu as interviewé l'un des meilleurs élèves, il génère plus de 100 millions par an et il disait que vraiment c'était juste incroyable, ce qui l'aidait le plus, c'était la communauté. Et le fait est que si tu vois des gens qui ont mis en place un bon système, tu peux le faire pour toi et même le faire encore mieux. Et tu peux aussi faire les choses différemment et quand tu es dans une communauté, tu as toujours une solution. T'as toujours quelqu'un qui a la solution à ton problème et honnêtement, c'est l'un des meilleurs conseils que je puisse donner. Ouais, pour eux, c'est autant mental que lié au chiffre d'affaires. Je sais pas si c'est le bon mot en anglais. On a tous un chiffre en tête, un objectif. En termes d'argent, tu vois ce que je veux dire? C'est le bon mot? Oui, le chiffre d'affaires. Et quand tu es dans une communauté et que tu vois, ok, cette personne fait ce montant, cette autre personne, ce montant-là, ton chiffre d'affaires augmente automatiquement. Et pour moi, ça a été très utile d'être dans la communauté de SS et de voir, ok, cette personne fait 5 millions par mois, ok, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre ça? Et là, je me suis dit, ok, c'est quoi exactement le truc qui fonctionne? Dans quoi je mets mon focus? Et c'est très utile d'avoir une communauté avec des personnes qui sont là où tu veux être. Donc oui, pour moi, ça a été très utile. Oui, et aussi, une chose que j'ajouterais ici à propos de l'aspect communautaire. Je pense que c'est crucial pour, comme nous sommes des humains, on est un peu comme des singes, non? On se copie les uns les autres et tout dépend simplement de qui on essaie d'imiter. Est-ce qu'on essaie de copier nos amis qu'on connaît depuis 20 ans, mais qui ne sont peut-être pas là où on voudrait être dans la vie? Ou est-ce qu'on essaye de copier quelqu'un qui est à l'endroit où nous voulons être? Et en ce qui concerne l'aspect communautaire, ce que j'ai observé chez nos étudiants les plus performants, c'est que ils sont très ouverts à se connecter avec les autres, tu vois? Pas juste se dire, oh, je vais rencontrer chaque personne ici, mais plutôt se connecter de manière intentionnelle avec les bonnes personnes. Par exemple, ils seraient d'abord dans la communauté, ils participeraient, ils apporteraient de la valeur à la communauté, partageraient quelque chose qui fonctionne pour eux. Mais aussi, ils prendraient l'initiative de contacter les autres de manière intentionnelle. Par exemple, cet entrepreneur qui m'a envoyé un message que j'ai mentionné, qui était ici au bureau, un jeune de 21 ans, il m'a juste envoyé un message. Il m'a juste envoyé un message, tu vois. Et je ne vois pas beaucoup de gens faire ça, genre, beaucoup de gens envoient des messages, mais en réalité, il n'y en a pas tant que ça qui me contactent. Je me dis, pourquoi? Je veux dire, j'adorerais vous aider. Tu vois? J'aimerais partager des ressources. Et il est venu au bureau. Je lui ai donné quelques conseils. Je l'ai mis en relation avec des personnes qui peuvent l'aider à faire avancer son entreprise. Et donc, je pense qu'il faut juste garder l'esprit ouvert, aller vers les autres et ne pas avoir peur. Genre, et si j'envoie un message à cette personne et qu'elle ne répond pas? Et alors, envoie un message à une autre personne, puis à une autre. Mais ensuite, quand je repense à mon parcours, certaines personnes que j'ai rencontrées, qui sont aujourd'hui mes meilleurs amis,
ou avec qui j'ai des relations incroyables, je les ai juste contactés sur Messenger. Je leur ai envoyé un message sur WhatsApp. Salut, tu sais, j'ai vu que tu avais fait ceci et cela. On aimerait bien entrer en contact avec toi et, tu vois, partager ce qui fonctionne pour nous. Et boum, tu vois, c'est comme ça qu'une relation qui change une vie peut commencer. Et aussi, si tu fais partie de la communauté, sois très intentionnel. OK, imaginons que je fasse 7 chiffres et que je veuille passer à 8. Qui, ici dans la communauté, fait déjà 8 chiffres? 1, 2, 3, 4, 5 personnes? Parfait. Je veux être en contact avec ces gens-là. Et ensuite, leur envoyer un message, voir comment tu peux leur apporter de la valeur, leur poser des questions sur leur façon de fonctionner. Mais il faut être très intentionnel sur les personnes avec qui tu entres en contact parce que tu ne veux pas non plus, genre, être en contact avec 300 personnes et te retrouver à avoir des conversations inutiles sans jamais rien mettre en action derrière. Tu veux parler aux bonnes personnes, prendre les bonnes informations dont tu as besoin à ce moment précis. D'accord. Ma contrainte principale, c'est les tunnels de vente. Ma contrainte, c'est la construction de l'équipe. Ma contrainte, c'est les opérations. Ma contrainte, c'est, tu vois, peu importe ce que c'est dans ton entreprise ou ta chaîne d'approvisionnement. OK, cette personne-là a les réponses. Je veux entrer en contact avec eux, leur demander du feedback, recevoir aussi leur retour, leur apporter de la valeur en échange, partager ce qui marche de mon côté, créer une relation gagnant-gagnant et ensuite t'entourer de ce cercle-là. Par exemple, comme tu as mentionné Mark, comme Andrew Payne, tu sais certains de ces gars qui sont vraiment des poids lourds, comme dans notre communauté. Ils sont tous dans leur petit réseau, genre il y a 4 ou 5 gars là-dedans, ils sont tous connectés entre eux. Chaque semaine ou toutes les 2 semaines, ils échangent sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ils s'entraident. Et je pense qu'intégrer ce genre de petit mastermind personnel, un petit cercle d'amis partageant les mêmes idées et qui sont sur le même chemin, ou peut-être qu'ils ont 2 étapes d'avance, mais ils sont là où tu veux être. Et je pense que c'est l'un des meilleurs et des plus rapides accélérateurs pour construire ce que tu veux construire. Vraiment à 100%. Et c'est quelque chose qu'on a déjà dit dans le podcast précédent, mais oui, c'est très important. Et pour moi, le networking, on n'a pas besoin de réseauter juste pour réseauter. Ce n'est pas une bonne approche. Nous devons réseauter pour l'humain. Nous devons d'abord partager. C'est pour ça qu'on a créé ce podcast, pour partager, pour créer quelque chose de nouveau en partageant. Et je pense que ça crée de la bonne volonté quand on partage avec quelqu'un, parce que l'autre personne, elle aura envie de te partager en retour. Et on peut créer une bonne relation comme ça et instaurer une situation gagnant-gagnant. Donc oui, pour moi, la chose la plus importante pour grandir, c'est de créer une bonne communauté. Un peu comme dans un mastermind. Quand on a quelqu'un qui est peut-être quelques étapes en avance ou quelques étapes en arrière par rapport à un autre, cela peut aider. Et oui, à 100%. Merci pour ce partage. À la fin de chaque podcast, on partage toujours de la valeur. Dans chaque épisode qu'on fait, on essaye de vraiment apporter quelque chose d'utile et on approche de la fin du podcast. Est-ce que tu as eu un déclic récemment ou une leçon que tu as apprise, quelque chose de précieux que tu pourrais partager maintenant? Un truc qu'ils peuvent appliquer tout de suite dès maintenant. Oui, facile à mettre en œuvre. Absolument. Je veux dire, le plus important. OK, je vais partager quelque chose avec vous. Comme ces personnes qui peuvent instantanément ajouter plus de rentabilité à leur entreprise. Si vous n'utilisez pas de tunnel de vente, par exemple, je pense que vous devriez absolument le faire pour vous aider à maximiser la valeur moyenne et à maximiser le taux de conversion. Et avec les tunnels de vente, l'un des plus grands leviers que nous avons eu dans notre entreprise a été le premier upsell après la vente. Je sais qu'en Europe, c'est plus limité en termes d'upsell qu'on peut faire, mais sur le marché américain, c'est différent. Et même sur le marché français, je pense qu'il y a moyen de faire de vrais tunnels de vente avec des upsells, non? Oui, bien sûr, on peut. Donc pour nous, ce qui a beaucoup aidé, c'est que lorsque vous avez votre première OTO, votre première offre d'upsell, essayez de ne pas proposer un produit à 20$ ou 30$ en upsell. Il faut que ce premier upsell ait une valeur moyenne plus élevée. Donc par exemple, pour nous vendons un produit qui, en front-end, coûte 50$ pour une unité. Si vous en achetez 4, c'est 100$. En moyenne, les gens en achètent environ 4 en front-end. Mais ensuite, lorsqu'ils achètent, on leur propose aussi en upsell
3, 6 ou 9 unités de l'autre produit. Donc, en gros, c'est un produit complémentaire au principal, ce qui signifie qu'en moyenne, au minimum, une personne achètera 3 produits au lieu d'un seul. Et donc, ce que j'ai constaté chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils essaient de faire des upsells avec des produits à 20 ou 30 dollars. Et disons que 10% des gens les achètent. Donc, en moyenne, cela n'ajoute que 2 ou 3 dollars à la valeur moyenne de la commande. Si nous vendons 3 produits et que ces 3 produits coûtent, disons, 60 ou 70 dollars. Là, on est en train d'ajouter. Si nous avons le même taux de conversion, alors nous ajoutons 6 ou 7 dollars à la valeur moyenne de la commande. Et donc, littéralement, sans rien changer sur le front-end, sans toucher à ce qu'on montre en premier. Juste la façon dont vous structurez vos offres au départ. Simplement en les structurant différemment. Sur les upsells, puis en analysant les données des upsells. Disons que vous avez 3 ou 4 upsells différents. Il s'agit d'évaluer quelles offres ont un taux de conversion plus élevé. Par exemple, nous avons constaté que l'une de nos offres, que l'upsell numéro 4 a un taux de conversion plus élevé que l'upsell numéro 2. Qu'est-ce que cela me dit? Cela me dit que cette offre convertit mieux. Alors nous avons pris l'offre de l'upsell numéro 4 et nous l'avons déplacée à l'upsell numéro 2. Et maintenant, elle a un taux de conversion encore plus élevé. Maintenant, cela peut encore plus augmenter la valeur moyenne. Maintenant, ça nous aide à être encore plus rentable. Et donc, juste en regardant les données, on élimine toutes les décisions un peu trop personnelles. Oh, je pense que ce produit fonctionnerait vraiment bien. Et s'il ne fonctionne pas? Et s'il ne fonctionne pas, eh bien, il ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Il faut simplement être très axé sur les données. Et si quelque chose convertit mieux, il suffit de le déplacer là où les gens sont le plus susceptibles de l'acheter. Donc, je pense que l'architecture du tunnel est quelque chose, je veux dire, ce n'est pas nécessaire de le faire tout le temps, mais disons une fois par semaine. Regardez vos données. Quels sont les obstacles créés à différents niveaux de votre tunnel? Comment on peut les déplacer? Comment on peut structurer de meilleures offres? En termes de pas seulement vendre un produit supplémentaire, mais peut-être 3, 6, 9 produits, ou bien, achetez-en 2, obtenez-en un gratuit. Donc, au moins maintenant, au lieu d'un seul produit, les gens en achètent 2. Maintenant, vous augmentez le montant moyen que vous gagnez par client. Parce que tous ces petits ajouts, disons que vous ajoutez 3 dollars ici, 5 dollars là, boum, vous venez d'ajouter 10 dollars à votre valeur moyenne, voire plus. Et imaginez multiplier cela par, vous savez, 5, 10 000 ventes par mois. Cela représente une somme d'argent très importante chaque mois, et cela peut vous aider à maximiser votre rentabilité. Incroyable. J'ai 3 questions. La première, quel est le KPI? C'est quoi le taux de conversion de ton premier OTO? Quel est le KPI qu'on doit atteindre minimum? 20%, s'il te plaît. Il faut qu'on atteigne au moins 20%, c'est bien ça? 20%, oui, si c'est en dessous de 20%. Cela signifie que l'offre n'est pas aussi cohérente ou pas aussi bonne. Et l'une des choses que vous pouvez tester, c'est d'utiliser une VSL au lieu du texte. Avant, on avait simplement une page de vente en texte comme OTO. Je veux dire, si vous utilisez Shopify, il y a ces upsells très simples, très basiques. Et en général, ils ne performent pas aussi bien. Nous utilisons Checkout Champ. Donc, nous avons la possibilité de personnaliser. Nous utilisons des VSL post-achat. Et celles-ci ont fait passer notre taux de conversion de 10 à plus de 20, voire environ 25% de taux de conversion sur le premier auto. Ça, c'était ma deuxième question. Vous avez utilisé quoi comme outil? Donc oui, Checkout Champ, d'accord. L'autre question, les paroles vidéo. Pour les vidéos, pour utiliser des paroles vidéo, quelque chose comme ça, Vitality. Ouais, ok. Et Checkout Champ, c'est juste pour le paiement, alors, ou pas? Non, c'est pour tout le tunnel complet, en fait. Il est meilleur que Funnelish en ce moment, non? Oui, c'est le cas. Il est meilleur que Funnelish. Enfin, pas exactement. Je veux dire, il a certains bugs, mais dans l'ensemble, c'est une excellente plateforme. Super complète, il a beaucoup de fonctionnalités. Il vous permet de connecter plusieurs processeurs de paiement. Et ouais, il a vraiment plein de fonctionnalités que tu peux exploiter et intégrer facilement dans ton système. Des VSL d'upsell, et quel est ton conseil? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi? C'est de mettre des VSL et que les gens doivent voir les VSL pour cliquer et acheter? Ou quel est ton conseil concernant le premier OTO? Ouais, je veux dire, tu peux forcer la VSL, donc les gens sont obligés de la regarder.
Ce n'est pas l'expérience client idéale, mais en même temps, c'est ce qui convertit le mieux. Ou tu peux faire en sorte que les gens puissent faire défiler. Tu auras moins de ventes à court terme, mais tu auras aussi une meilleure expérience client parce que les clients peuvent simplement passer la première VSL. Je pense que je ferai simplement des tests et je verrai un peu, genre, quels sont les retours de tes clients. Tu vois? Si les gens sont vraiment frustrés, s'il y en a beaucoup qui sont mécontents de ça, alors là, tu sais, passe simplement à une version normale, sans bien sûr les forcer à regarder. Mais à part ça, je ne sais pas. Je testerai simplement ces deux variantes pour voir laquelle donne les meilleurs résultats. Magnifique. Merci pour cette analyse fantastique. C'est juste parce que j'ai vu ça sur la plupart des boutiques aux États-Unis, quand on vend même à l'international, mais surtout aux États-Unis. En ce moment, on a remarqué que beaucoup de gens paient avec ShopPay. Et avec Checkout Champ, tu peux connecter ShopPay. Tu peux connecter Afterpay. D'accord. Et est-ce que y a des exigences sur Checkout Champ? Est-ce qu'il faut réaliser un certain volume de vente ou c'est ouvert à tout le monde? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je ne crois pas qu'il y ait des exigences particulières pour eux. Oui, si tu fais au moins 50 000 à 100 000 par mois, c'est un bon point de départ. Tu auras probablement besoin d'un développeur pour t'aider à personnaliser les pages. Oui, parce qu'il y a un peu de code derrière et il faut s'assurer que tout fonctionne bien. Du coup, on a un développeur à temps plein rien que pour Checkout Champ. Finalement, si tu ne veux pas te compliquer la vie, finalement, je pense que c'est un bon point de départ pour te familiariser avec les tunnels de vente, prendre un peu d'élan, mais ensuite, avec le temps, pour plus de fonctionnalités, je te recommanderais vraiment Checkout Champ. Et oui, c'est vrai qu'on peut voir que tu as de très bonnes ventes avec ClickFunnels derrière toi. Et est-ce que tu le recommandes aussi pour l'e-commerce ou tu ne recommandes pas du tout ClickFunnels pour l'e-commerce? Non, 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 non. Non, je veux dire, on a eu de bons résultats avec les tunnels de vente, mais je pense juste que ce n'est pas une plateforme conçue à la base pour l'e-commerce. Je pense qu'ils sont en train de s'orienter dans cette direction. Ils veulent capter davantage le marché de l'e-commerce. Mais ouais, moi je garderai un œil sur comment leurs produits évoluent dans cette direction. Nous avons utilisé des tunnels de vente segmentés et c'était super. Les taux de conversion étaient bons, les take rates aussi, tout était plutôt correct. Mais en même temps, ça avait tendance à casser les intégrations. Tu sais, parfois les commandes ne se synchronisaient pas et il fallait les transmettre manuellement. Donc c'était beaucoup de casse-tête. Mais, je veux dire, on a quand même réussi à faire beaucoup, genre des millions et des millions. Genre des dizaines de millions de dollars, spécifiquement avec ClickFunnels. Ok, super. Merci beaucoup pour la réponse. Et toi, c'est quoi l'insight que tu peux partager? Pour moi, l'insight que je peux partager, c'est que pour tous ceux qui nous regardent depuis le U, ce que je peux dire, c'est que franchement, la concurrence en Europe est bien moins forte. C'est tellement facile de gagner son premier argent avec l'e-commerce comme ses premiers 5 à 10 cas par jour. C'est vraiment beaucoup plus facile en Europe et les gens ne s'en rendent même pas compte. La concurrence que tu as quand tu te lances aux États-Unis, c'est autre chose. Les CPM sont genre 10 fois plus élevés et c'est tellement plus facile de faire de l'argent en Europe. Tu prends une top marque aux US, tu regardes leurs meilleures pubs, t'itères un peu et tu lances. C'est un truc que j'ai déjà répété plein de fois. Le truc, c'est que en Europe, t'as littéralement un glitch. C'est comme un cheat code. C'est le fait que tu peux voir les impressions dans la bibliothèque publicitaire. C'est juste fou. Tu peux voir exactement combien d'impressions chaque ad a eu. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire dans toutes les autres régions du monde. Et tu peux simplement prendre une ad en Allemagne qui a énormément d'impressions. Et itérer, changer quelques éléments et le faire en France et tu peux gagner énormément d'argent. Et avec cet argent, tu peux ensuite attaquer le marché US. Donc ce serait ma conclusion parce qu'on s'est nourri de Fedotov. Et avec toi, on parle souvent ensemble de stratégies très poussées. Et en Europe, tu peux raccourcir ton chemin vers le succès et ensuite entrer sérieusement sur le vrai marché US. Pour moi, c'est une révélation. Pour les gens qui parlent peut-être anglais et n'ont jamais essayé le marché européen ou ont testé plein de choses aux États-Unis, peut-être essayer en Europe pour commencer à faire tes premiers revenus. C'est ce que j'ai fait moi. J'ai gagné mes premiers euros comme ça en Europe parce que c'est pas forcément facile, mais c'est genre 10 fois plus facile qu'aux États-Unis pour moi quand on débute.
Ouais, si tu as du succès aux US et que tu viens en Europe en adaptant ton marketing avec un copywriter français, tu vas dominer, vraiment. Les Français n'aiment pas toujours mes mots, mais c'est la vérité. C'est à 100% mon ressenti. Je sais même pas quel insight partager exactement. Récent ou pas récent? C'est sûrement ce qu'on disait sur les créatives. Donc, quand on a une publicité gagnante, ce qui est vraiment efficace à faire, c'est de la réutiliser à un autre niveau et de la tester sur d'autres niveaux de conscience. Donc, je veux dire, si tu as une publicité qui fonctionne bien, tu peux dire, OK, cette publicité est la plus solution aware, et d'adapter ce script publicitaire pour d'autres niveaux de conscience. C'est-à-dire que les personnes peuvent être conscientes du problème, pas du tout conscientes, déjà conscientes du produit, voire très conscientes. Et pour adapter ce script à différents niveaux de conscience, tu as besoin d'un copywriter pour ça. Ça peut devenir vraiment puissant et on obtient une nouvelle publicité percutante grâce à ça, simplement en testant différents niveaux de conscience. Et ce qui a le mieux fonctionné pour nous, c'est simplement d'être très conscient. Parce que je ne sais pas. On a juste parlé de l'offre en premier. Puis ensuite, on utilise exactement la même pub et elle fonctionne super bien. Donc c'est une bonne leçon. Il suffit simplement de reprendre tes publicités gagnantes, tes scripts gagnants et créer différents scripts, les mêmes publicités adaptées à différents niveaux de conscience. Mais même un débutant à un certain niveau en copywriting. Oui, il suffit qu'une personne lise le texte et ça va fonctionner dans le monde entier. Tu as des outils que tu utilises pour quand tu changes de niveau? Oui, j'ai créé un processus que j'utilise. On utilise ChatGPT et Claude pour nous aider à rédiger le copywriting. Mais principalement, nous, comme Alex l'a dit, on décompose par bloc marketing, et on sait que, par exemple, à ce stade, si la personne est consciente de la solution, on doit discréditer. C'est très important à faire. Donc on crée des frameworks adaptés à chaque niveau de conscience. On utilise des frameworks qui ont déjà fait leurs preuves. On adapte nos scripts à ces modèles-là, selon ces frameworks, et on utilise un copywriter, ou même ChatGPT ou Claude, pour nous aider. Super. Oui, merci. Alors Alex, est-ce que tu avais un peu de temps ou pas? Oui, Pourquoi? Je dois y aller. on termine. On est allé assez loin. Alors Alex, si des gens de la communauté veulent en savoir plus sur toi, est-ce que tu as un Instagram ou quelque chose où l'on peut te retrouver via un lien? Quel est le nom exact? Alex Fedotov avec 3 lettres F à la fin. Sur Instagram, j'adorerais me connecter avec des gens, partager, vous savez, quelques ressources. On a plein de ressources gratuites que je peux partager avec les gens. Et oui, encore une fois, ce gars qui était au bureau hier a dit qu'il regardait juste mes vidéos YouTube et il faisait juste qu'implémenter. Et il a fait passer son entreprise de 500 000 $ par mois à 1,5 million. Et vous savez, j'aimerais vraiment avoir cet impact. Si je peux aider d'une quelconque manière, ce serait un plaisir d'échanger. Mais oui, sur Instagram, c'est le meilleur endroit. C'est Alex Fedotov avec 3 F. Super, nous le mettrons dans la description. Oui, donc merci Alex pour ce podcast. C'était incroyable. Félicitations encore pour ta carrière, c'est très inspirant pour nous. Et oui, 100%, merci beaucoup Alex. Merci beaucoup les gars. Et oui, à très bientôt. C'est génial de voir ce que vous faites aussi. Et merci beaucoup pour l'invitation. Comme ça, on peut avoir un impact sur les entrepreneurs et les aider. Super, merci. Merci. Au revoir.